On est toujours à 20 depuis tout à l'heure, ça n'a pas monté, donc je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on peut peut-être attaquer tranquillement. On peut peut-être attaquer. Ok. Et ben, donc du coup, bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous. Donc du coup, bienvenue à cette formation sur le capitalisme vert. Du coup, donc ça va se dérouler en plusieurs parties. Déjà, il va y avoir une explication sur qu'est-ce que c'est que le capitalisme, bien définir le terme. Ensuite, voilà, une seconde partie sur le capitalocène, donc il vous sera expliqué par XR Poitiers. Ensuite, il y aura un temps d'échange, donc là, je reviendrai un peu pour vous expliquer comment ça va se passer au moment venu. Ensuite, une troisième partie sur les solutions que peuvent offrir le capitalisme à la dégradation de l'environnement. Ensuite, il y aura un deuxième temps d'échange. Et ensuite, une quatrième partie encore sur quelle solution. Et ensuite, on pourra aussi finir avec un temps d'échange qui ne se déroulera pas comme les deux autres, un peu plus ouvert sur d'autres formations qu'on va pouvoir faire par la suite. Et voilà. Et aussi, du coup, on tenait à préciser que cette formation, c'était un espace d'échange et de discussion. Donc, c'était pas une conversion anticapitaliste et que l'objectif, c'était vraiment de pouvoir transmettre un peu ce que les rebelles qui organisent la réunion savent sur le capitalisme vert. Et ça n'a pas forcément une vocation à servir de base politique à XR. Voilà, c'est juste un échange. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et c'est pas forcément exhaustif, mais voilà, c'est surtout un espace de réflexion ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut créer et comment on peut réfléchir tous ensemble. Oui. Donc pour tout le monde là, c'est moi qui vais me charger de la première partie. Donc je vais essayer en une dizaine de minutes de dresser le tableau un petit peu de ce qu'on appelle le capitalisme, de présenter c'est quelque chose qui est pas évident parce que c'est un système économique et complexe qui nous entoure, mais je vais essayer de donner un petit peu les bases concrètes. Ça me paraissait intéressant de poser ces bases parce que capitalisme, c'est un mot qui est souvent utilisé à tort et à travers et qui est également souvent évité dans les mobilisations et dans les courants écologiques. Il y en a beaucoup qui parlent de société industrielle carbonée. Moi, je pense que le concept de capitalisme, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le capitalisme, qu'on pense qu'il doit être différemment ou qu'on pense qu'il faut s'en sortir, c'est intéressant de le comprendre parce que il y a des dynamiques dans ce concept de capitalisme qui peuvent nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure, y compris de comprendre ce qui va se passer dans les dizaines d'années. Donc voilà, je me suis basé notamment sur le bouquin que je vous ai mis ici là, Capitalisme en 10 leçons de Michel Husson, qui est un économiste qui se revendique expressément du courant marxiste et donc qui donne une analyse du capitalisme qui, à mon sens, est parmi, on va dire, les plus pertinentes et les plus pédagogiques. Donc je vais essayer de vous retranscrire quelques éléments qui, bien sûr, sont pas exhaustifs. Alors, premier élément sur ce que n'est pas le capitalisme. Donc, il y en a certains qui le posent comme une constante de l'évolution humaine, l'idée que ça aurait toujours existé au sein des sociétés, que ce soit une évolution logique. En réalité, le capitalisme, c'est un système qui est précis, qui est né il y a à peu près 2 siècles en Angleterre, qui a donc une histoire qui est née à un moment et qui potentiellement ne serait pas la fin de l'histoire. Donc là, j'ai mis une référence à l'idée que voilà, il n'y aurait pas d'alternative, le capitalisme serait la seule solution. Pour autant, si on regarde à l'échelle même des sociétés humaines, 200 ans, en fait, c'est quelque chose qui est très court. Et donc, potentiellement, qui peut avoir une fin. Donc ça, seule l'histoire pourra nous le dire, mais c'est pas quelque chose qui est intangible, on va dire. Il y en a certains qui confondent aussi le capitalisme avec, on va dire, les vertus ou plutôt les éléments moraux qui l'entourent. Le capitalisme, c'est pas un système, on va dire, idéologique spécifique, c'est un système de production, un système économique. Qu'on peut distinguer du libéralisme, il faut faire attention, les deux sont parfois utilisés de manière synonyme. En réalité, le capitalisme, c'est un système, je disais, qui a à peu près 2 siècles, donc qui est né en Angleterre. Le libéralisme, c'est une partie, ou ce qu'on appelle parfois plutôt le néolibéralisme, c'est le nouveau volet, la nouvelle forme qu'a pris le capitalisme à partir des années 1980 environ. On le confond parfois avec donc ça c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme économique.
on le confond parfois ou il est mélangé avec le libéralisme, on va dire plutôt des idées, qui lui est plutôt un courant philosophique et politique, plutôt philosophique issu des Lumières. Donc, comment est-ce qu'on peut différencier le capitalisme? Comment est-ce qu'on peut le définir? Donc, il y a une différence entre ce qu'on appelle le capital. Donc, le capital, c'est soit un ensemble d'argent qui va être investi, soit un ensemble, on dirait, d'outils de production, de machines, de bâtiments qui va servir à produire. Mais c'est à distinguer du capitalisme qui est fondé, donc moi je pense que c'est une analyse pertinente, qui est fondée sur des rapports sociaux. C'est donc des rapports sociaux fondés sur la propriété des moyens de production. Donc, c'est un système économique fondé sur des rapports particuliers, donc des éléments qui n'existaient pas auparavant. Il y a une distinction qui peut être faite, qui me paraît pertinente, dans la société, entre d'une part des gens qui détiennent des capitaux, qui vont donc vivre de leur capital, et des gens, l'immense majorité de la population, 90% de la population active et salariée, par exemple en France aujourd'hui, les travailleurs qui vont travailler la plupart du temps pour quelqu'un d'autre. Donc c'est le principe du salariat, il y a un rapport de subordination, on échange sa force de travail, disait Marx, contre un salaire. Ça, c'est le principe du capitalisme, c'est un système économique qui est fondé sur une répartition, une séparation de la population et des fonctions de la population. Donc, pour essayer très brièvement d'expliquer d'où vient le capitalisme, donc certains estiment qu'il y avait des éléments, on va dire, pré-capitalistes ou un capitalisme commercial qui pouvait exister auparavant. Mais le capitalisme, on pourrait dire moderne, le capitalisme industriel, il est né en Angleterre au milieu du 19e siècle. Je vais vous présenter quelques facteurs qui me paraissaient intéressants, non pas pour faire de l'histoire pour l'histoire, mais parce que ça permet de comprendre des dynamiques qui sont encore en cours aujourd'hui. Premièrement, il y a l'idée qu'il y a une augmentation de la productivité dans le système agricole qui permet de libérer de la main-d'œuvre et des ressources monétaires pour pouvoir développer d'autres types de production. Et ça, c'est donc les gains de productivité. La productivité, c'est l'efficacité de la production. Donc ça, l'augmentation de la productivité, c'est une constante du capitalisme. On produit plus vite. Donc, en début, cette libération des gains de productivité a permis le développement de l'industrie. Le deuxième facteur qui favorise l'apparition du capitalisme, c'est quelque chose qui a été développé, un mécanisme qu'on appelle l'enclosure. C'est l'idée que des territoires et des terres et des bois qui étaient mis en commun, dont la population pouvait aller utiliser pour ramasser du bois, pour faire paître ses bêtes, elle a été mise en clôture, donc le terme enclosure, par une partie de la population, par les puissants de l'époque, qui donc ont interdit du jour au lendemain à la population, enfin du jour au lendemain c'est une expression, mais qu'on interdit progressivement à la population de pouvoir utiliser ces terres, et donc ça a libéré de la main-d'œuvre qui ont été travaillés dans les usines. Donc ça n'a pas été un choix, les gens qui ont été salariés au départ, ça a été quelque chose de contraint. Je vous ai mis une petite référence, c'est quelque chose que j'ai lu qui est très intéressant parce que ce mécanisme-là d'enclosure pour libérer de la population, c'est exactement la même chose qui a été développée en Bretagne dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il fallait que, les industriels, et notamment il y avait une grosse usine Citroën, il me semble, à Rennes, qui avait besoin de main-d'œuvre, et donc il y a eu une politique, une décision conjointe de la part des préfets et des gros représentants agricoles pour essayer de calculer combien ils avaient besoin de main-d'œuvre et donc de combien est-ce qu'il faudrait agrandir les exploitations pour qu'en gros, il y ait une partie des paysans qui puissent aller travailler dans les usines. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont opéré un remembrement en mettant des subventions aux gens qui avaient des plus grandes exploitations, donc en faisant mourir les petites. Ils ont libéré de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines. Donc derrière le mythe de liberté d'aller travailler, en réalité, il y a une contrainte objective qui est née sous le capitalisme. On est libre d'aller travailler, mais par contre, on n'a pas les ressources. Les individus ont été privés des moyens de produire ce dont ils avaient besoin pour vivre. Donc c'est une forme de liberté, mais sous contrainte. Troisième facteur qui est intéressant en Angleterre, c'est le facteur géopolitique. Il y a une exploitation déjà à l'époque des colonies, donc il y a une plus-value, on va dire. Il y a de l'argent qui est du capital qui va commencer à être accumulé, qui va pouvoir être investi pour fabriquer les premières manufactures en Angleterre. Donc ces trois facteurs-là, facteur technique avec l'augmentation des gains de productivité, facteur politique avec l'appropriation
par une petite fraction de la population des richesses, notamment des richesses naturelles, et le facteur géopolitique, le fait de piller des richesses dans des pays pour les ramener dans des pays du Nord ou on va dire d'Europe de l'Ouest à l'époque, c'est des mécanismes qui continuent toujours aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis permis de les mentionner ici. Alors, l'idée, le principe de base, donc c'est une transformation, je vous l'ai mis ici, au moins égale à la transformation des Power Rangers. Le capitalisme, c'est la transformation philosophique, on va dire, ou de principe d'un système. Auparavant, il y a toujours eu du commerce qui existait, des échanges, mais le principe quand on était commerçant ou artisan, c'était donc qu'on fabriquait une marchandise qu'on allait vendre contre de l'argent, et avec cet argent, on achetait des nouvelles marchandises dont on avait besoin. C'était un système qui était bouclé au moment où on avait satisfait notre besoin, on n'avait pas forcément besoin de produire plus. La différence avec le capitalisme, c'est la centralité donc de l'accumulation du capital, c'est l'idée que l'argent donc qu'on transforme sous forme de capital, qu'on va investir dans la fabrication et la vente d'une marchandise. Donc on verra que les marchandises elles peuvent être vraiment très diverses aujourd'hui, et à la fin on récupère de l'argent. Tout l'intérêt de ça, c'est l'idée qu'on a plus de capital, plus d'argent à la fin du processus qu'au début. Et donc s'enclenche donc un système où il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'arrêt, on n'est pas satisfait parce qu'on a obtenu une marchandise, on a accumulé du capital qu'on va chercher à réinvestir. Je dis que les capitalistes vont chercher à réinvestir. Cette dynamique-là, elle est centrale parce que c'est ça qui régit aujourd'hui les rapports humains, c'est l'idée d'accumulation qui n'a pas de limite, on le verra tout à l'heure sur des courbes. C'est pour ça qu'on peut viser l'exponentielle, c'est qu'il n'y a pas de limite à la satisfaction du besoin pour les profits de pouvoir s'accumuler. Je voulais dresser très rapidement. L'idée, c'est que le capitalisme, c'est un système vraiment particulier. Avant le capitalisme, il y avait des crises de sous-production. Donc, tout le monde a entendu parler au Moyen-Âge, de crise. Il y avait une guerre, il y avait une famine qui, du coup, amenait progressivement à des troubles, à des guerres, à de la mortalité de manière très importante. C'est l'idée qu'il y avait à un moment une sous-production qui pouvait être causée par des facteurs naturels ou des facteurs humains, mais il n'y avait pas suffisamment de ressources. La particularité du capitalisme, c'est qu'il rentre en crise quand il y a une surproduction, c'est-à-dire que quand il y a trop de marchandises qui n'arrivent pas à trouver de débouchés. Donc c'est un système vraiment particulier où c'est l'accumulation de trop de marchandises qui génère une crise. À quoi est-ce que peut due cette crise? De manière vraiment très synthétique, j'essaie de vous l'expliquer. Donc l'idée, c'est que pour faire des profits, les capitalistes ils vont chercher à faire la pression sur les salaires, donc à essayer de payer les gens le moins possible, à travers différents mécanismes. Pour autant, pour pouvoir écouler leurs marchandises, ils ont besoin qu'il y ait une demande solvable, donc qu'il y ait des gens qui puissent acheter leurs marchandises. Donc on voit qu'il y a une tension ici qui va progressivement, on va dire, générer des situations de crise. Il y a des solutions, donc je ne vous refais pas tout l'historique, mais aujourd'hui, des solutions qui sont faites pour essayer de combler un petit peu ce déficit. La première chose qui est le plus facile pour les capitalistes, c'est vendre à d'autres. Donc, à l'échelle d'une entreprise, par exemple, on va chercher à vendre aux salariés d'autres entreprises. Mais c'est quelque chose qui a ses limites parce que souvent, il y a un cadre national qui fixe les salaires et un rapport de force plutôt national qui existe sur la répartition de la richesse. Pour faire ça, on peut chercher à vendre à l'étranger. Donc, c'est le cas notamment de l'Allemagne, par exemple, qui depuis les années 2000 a une politique salariale qui est vraiment de pressurisation extrême. La pauvreté, la précarité a explosé en Allemagne depuis les années 2000, mais ils arrivent à exporter largement à l'étranger, du fait notamment de cette compression salariale et des gains qu'ils ont pu accumuler. Ils produisent de manière efficace et des produits spécifiques. La Chine, c'est un petit peu la même chose, même s'ils ont une politique aujourd'hui un petit peu particulière, mais la Chine vit principalement de ses exportations, c'est-à-dire qu'il y a la constitution progressive d'une couche moyenne chinoise, mais l'essentiel de la production chinoise est vendu à l'étranger, ce qui permet aux plus riches chez nous, aux milliardaires chinois qui commencent à être de plus en plus nombreux, de pouvoir payer relativement peu cher leur main-d'œuvre, mais de vendre leurs produits à l'étranger. Une autre solution pour dépasser cette contradiction, c'est l'endettement. Il y a un endettement aujourd'hui qui est colossal à l'échelle planétaire, à la fois des États, on en entend souvent parler, mais y compris des entreprises, qui n'a jamais été aussi important, également la constitution de bulles spéculatives qui risquent d'exploser, notamment sur les dettes des étudiants américains, dont une partie ne pourra jamais être remboursée. Donc l'endettement crée des bulles qui peuvent exploser. Ça me fait la transition avec la troisième partie. Une des solutions que le capitalisme... je termine juste 2 secondes.
Une des solutions que le capitalisme il utilise, c'est aussi la financiarisation, l'idée que le capital, plutôt que de s'investir concrètement dans la fabrication de marchandises qui vont être vendues, il peut être utilisé de manière spéculative pour investir dans un certain nombre de biens. Donc, c'est des éléments qui peuvent être un petit peu complexes, mais en bourse, il y a énormément d'instruments qui s'achètent et qui se vendent, qui n'ont pas forcément de réalité concrète, qui ne correspondent pas forcément à des choses sur le terrain. Il y a à la fois de l'or qui se vend, du pétrole ou des actions d'une entreprise qui ont une réalité matérielle. Il y a aussi des titres qui s'échangent qui sont très très loin d'une réalité matérielle, qui sont par exemple indexés sur le prix de l'or, mais qui ne représentent pas de l'or. Et donc cet argent-là, en bourse, va créer progressivement des bulles qui explosent de manière régulière. La dernière crise qu'on connaît relativement bien en 2008, donc l'explosion ce qu'on appelait les subprimes, des crédits immobiliers américains. Donc c'était sans rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle une crise financière. Ça vient de la sphère boursière, ça intègre progressivement la sphère de la production, ça se diffuse à l'économie mondiale. Donc le capitalisme, il a aussi une dynamique d'extension, donc il a une dynamique d'extension permanente qui est valable à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité de la planète est connectée au système capitaliste, dont les derniers, je vous ai cité le bloc de l'Est et la Chine, qui ont été intégrés plus tardivement au capitalisme, mais qui aujourd'hui dominent la quasi-totalité de la planète. Le capitalisme, il cherche aussi à s'étendre en permanence à des nouveaux domaines pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, les marchandises. Il va chercher à ce que le type de marchandises soit de plus en plus diverse pour pouvoir générer des profits. Donc, c'est le cas des retraites, en cherchant à vendre des retraites complémentaires. Le cas de l'énergie, en ce moment, il y a des mobilisations contre un projet qui s'appelle Hercule de démanteler EDF pour favoriser et renforcer la privatisation. Il y a des débats sur la gestion de l'eau, notamment. Et j'ai mis aussi la question du vaccin. On peut se poser la question, est-ce que ça ne pourrait pas être considéré comme un bien commun? On voit qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont en concurrence les uns avec les autres, plus ou moins efficaces, mais dont l'objectif, il s'est vendu par des firmes privées, très chères même. Et donc, il n'y a pas de limite morale ou éthique au capitalisme, tout peut devenir une marchandise. Donc, autre élément constitutif du capitalisme qui nous concerne plus à Extinction Rebellion directement, c'est l'idée que le progrès technique amène à l'épuisement des ressources. Donc, c'est quelque chose, une constante du capitalisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le principe de concurrence, donc qui régit le fonctionnement des capitalistes les uns avec les autres, ils sont en concurrence permanente. Ils peuvent pas se permettre d'arrêter d'investir ou d'arrêter de faire des profits parce que sinon ils vont se faire racheter par les autres capitalistes. Donc il y a une concurrence permanente entre les capitalistes, mais qui intègrent aussi la concurrence entre les territoires. Ils mettent les territoires en concurrence, ils mettent aussi les individus en concurrence. On le voit bien avec notamment la constitution de contrats précaires. Tout le monde dans le capitalisme est en concurrence permanente. Donc, c'est dû à une recherche, ou c'est lié à une recherche permanente de productivité. Pour faire face à la concurrence, les capitalistes vont chercher à produire plus vite, à moins cher, et pour ça, ils vont remplacer du travail, on va dire manuel, des salariés par du capital physique, par des machines. Donc, parmi les transformations récentes, on a tous en idée tous les robots qui fonctionnent sur des chaînes de production pour fabriquer des voitures. C'est le cas aussi, par exemple, des caisses automatiques dans les supermarchés. Plus récemment, ce mécanisme-là, il est constant dans le fonctionnement du capitalisme, mais ça fait qu'il y a de plus en plus de machines qui doivent être fabriquées et qui consomment des ressources pour leur fabrication, ce qu'on appelle l'énergie grise, et de l'énergie. Donc, plus il y a une dynamique exponentielle à l'utilisation des ressources qui est consubstantielle au capitalisme. Je vous ai mis ici deux graphiques de manière très synthétique. À gauche, c'est la croissance, donc c'est ce qu'on a le produit intérieur brut, l'ensemble des richesses qui sont produites à la fois par les administrations publiques et par le privé. On voit qu'il y a une courbe qui est exponentielle et qui augmente notamment de manière très importante depuis les années 50. Ça, c'est le PIB mondial. On pourrait se dire, oui, mais il y a une augmentation aussi de la population mondiale. Sauf qu'à droite, il y a le PIB qui est ramené par habitant. Donc là, c'est avec un indice, on a créé une base 100 en 1820 pour bien montrer l'augmentation. Donc, pour les pays anglo-saxons, multiplication par 25 du produit intérieur brut par habitant. C'est on va dire, un des avantages potentiels, ou c'est pour ça que le capitalisme, il est aussi accepté par une partie de la population, c'est qu'il y a une augmentation colossale des richesses produites, y compris si on les ramène par habitant.
Ça pourrait être un volet. C'est ça qui permet qu'il y ait du confort et c'est ça qui nous permet d'avoir une quantité de biens qui est démentielle à notre disposition, qui améliore quand même en partie le confort comparé à il y a quelques siècles, même si évidemment il y a des effets pervers qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais qui sont importants. Cependant, le corollaire de ça, l'augmentation continue de manière exponentielle de la croissance économique, des richesses produites, c'est l'utilisation plus importante des ressources. Donc XR Poitiers, Stebanzia reviendra tout à l'heure sur ce graphique. L'idée, c'est qu'on a une augmentation qui est, on va dire, corrélée, il y a des liens de causalité entre la croissance et l'augmentation des ressources. On voit que, on va dire de manière historique, c'est plutôt ce qui est fourni concrètement par la nature, le bois notamment, à travers la biomasse qui était utilisée comme source d'énergie, mais qui va progressivement être remplacée par les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, puis aujourd'hui d'autres formes d'énergie, mais qui restent marginales. Cette courbe-là d'exploitation des ressources, et particulièrement des ressources fossiles, elle est donc très largement liée à la question de la croissance, qui est liée au fonctionnement du capitalisme. Le fonctionnement normal du capitalisme, c'est une situation de croissance hors période de crise. Sur le long terme, c'est pour ça que je vous montrais les chiffres, on voit qu'il y a une croissance quasiment permanente du système capitaliste. Je vous ai mis cet élément-là pour dire que c'est quelque chose qu'on peut ressentir, qu'on peut voir, mais que le capitalisme, même s'il y a une augmentation colossale des ressources, il ne produit pas forcément ce qui peut être ce dont les gens ont besoin. Donc, je vous ai mis une petite citation de Karl Marx. Le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature. Donc, le travailleur, parce qu'il y a encore aujourd'hui et plus que jamais des personnes qui travaillent dans des conditions atroces à travers la planète, voilà, quasiment comme des esclaves dans des usines en Chine ou des enfants qui travaillent dans des mines pour extraire des minerais en Afrique. Il y a une grosse partie de la population qui ne bénéficie pas, contrairement à ce qu'on raconte, des bienfaits du capitalisme, mais qui subit plutôt les conséquences. Un exemple qui permet d'illustrer que le capitalisme ne répond pas forcément aux besoins, donc la production agricole aujourd'hui qui épuise la nature, on reviendra sur la question dans la deuxième partie, mais on produit de quoi nourrir à peu près 12 milliards de personnes, c'est une étude de la FAO qui est l'organisation de l'ONU en charge de la nourriture. Pour autant, il y a quasiment 1 milliard de personnes qui n'ont pas à manger aujourd'hui ou qui sont en situation de malnutrition. Si on prenait la liste des besoins concrets, on peut voir que le capitalisme, malgré une croissance permanente et exponentielle, ne répond pas aujourd'hui aux besoins d'une population, d'une part, et d'autre part, épuise des ressources naturelles à une vitesse exponentielle. Donc, merci de votre attention. Je passe la main sur une petite partie qui va être un petit peu plus courte à mon acolyte. Donc, j'espère que ça va, que vous suivez. On embarque pour la deuxième partie. J'espère que vous m'entendez. Donc du coup, cette deuxième partie, c'est bienvenue dans le Capitalocène. Le Capitalocène, en fait, c'est une proposition de nom pour la nouvelle ère géologique dans laquelle on est entré. Je parlerai de ce débat un peu plus tard dans cette partie. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est un peu faire un état des lieux, aller voir un peu le pouls de la planète sur différents indicateurs. D'une part, sur le climat, donc qui est principalement étudié et avec des études scientifiques qui sont compilées par le GIEC. Également sur les grands cycles physiques et chimiques, cette fois-ci sont étudiés par un organisme qu'on connaît un peu moins bien, qui est l'IGBP. Et enfin sur la biodiversité, et cette fois-ci on ira voir les rapports de l'IPBES. Donc tout d'abord, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est quelque chose qui est largement connu, je pense, et qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps. Donc c'est tout simplement l'explosion en quelques siècles, depuis la révolution industrielle, de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, et qui va être la cause d'une augmentation très importante de la température. Aujourd'hui, on en est déjà globalement aux alentours de 1 degré, et le but, c'est donc d'arriver à éviter un réchauffement plus important que ça. Il y a un risque qui est très important, qu'on n'entend pas assez parler malheureusement pour l'instant, c'est celui des boucles de rétroaction positive. C'est l'idée en fait qu'il existe des systèmes naturels qui peuvent s'auto-amplifier. On va donner un exemple qui est très simple, qui est assez connu, c'est l'exemple de l'albédo. Donc en fait, les rayons du soleil ils vont être réfléchis de manière plus importante lorsqu'ils vont arriver sur des surfaces qui vont être blanches, sur Terre par exemple, la banquise. Seulement si la Terre se réchauffe,
la banquise va fondre plus rapidement et va être remplacée par la mer qui va être plus sombre, va donc absorber une quantité plus importante de rayons solaires, ce qui va donc augmenter sa température et ainsi arriver à une fonte plus importante. Donc c'est quelque chose qui s'auto-alimente, c'est ça le côté positif. C'est positif parce qu'il y a une relation d'auto-alimentation. Et donc ces boucles de rétroaction positive, elles sont extrêmement dangereuses parce qu'en fait, même si on s'approche seulement des 2 degrés de réchauffement, ça peut conduire à une réaction d'emballement généralisée et c'est très difficile à modéliser. Et donc, en fait, on est dans un flou total, on ne sait pas ce qui se passe quand on commence à déclencher. Donc, il en existe plusieurs qui sont liés au permafrost, à la acidification des océans, la déforestation et bien d'autres. Et ça peut aboutir à ce scénario un peu catastrophe, mais qui peut être réaliste, c'est la planète étuve. C'est en fait trouver un nouvel équilibre climatique à plus 5 degrés avec des océans qui monteraient de plusieurs dizaines de mètres. Donc c'est sur le long terme, mais il n'empêche que la transition reste rapide et l'adaptation extrêmement difficile, rendant des parties du monde complètement inhabitables du fait des conditions de température et d'humidité. Donc, ce sont des points de non-retour qui peuvent être atteints assez rapidement si on ne prend pas la mesure des choses. Donc là, on arrive sur les constats, sur les cycles physiques et chimiques de l'IGPB. Donc, ils ont recensé 9 frontières planétaires qui sont 9 paramètres en fait qui doivent retenir notre attention. Il y en a certains qui ont déjà été franchis. C'est le cas pour les indicateurs du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité et des cycles de l'azote et du phosphore qui sont notamment à l'œuvre dans tout ce qui va être épandage d'engrais. Et il y a certains seuils qui sont également à surveiller, comme par exemple l'acidification des océans, la déforestation et tout ce qui va être accès à l'eau douce. Excuse-moi, il y a qui pose une question dans le chat, qui a mis un point d'interrogation et qui demande du coup, enfin tu peux aller voir, il demande assez rapidement, égal combien de temps, je pense que c'était pour ton diapo d'avant. Assez rapidement. Là, en gros, je ne sais pas si tu vois sur la diapo, les changements de température qui sont mis en couleur, c'est des projections en fait. Le scénario de droite, c'est le scénario qui correspond plus ou moins à plus 5, plus 6, plus 7 degrés. Celui de droite, c'est un scénario du GIEC. Et c'est des projections pour 2080-2100 environ. Donc ça, c'est des projections pour la fin du siècle avec des anomalies de température qui peuvent atteindre en positif sur certains lieux jusqu'à plus 5, plus 6 ou plus 7. Et donc ça, c'est extrêmement important. C'est pas du tout comme de la météo. C'est des agricultures, des écosystèmes qui peuvent difficilement encaisser ces chocs-là. J'espère que j'ai répondu à ta question sur la question de la temporalité. Ok. Donc les 9 frontières planétaires. Et on a cette fois-ci, donc là c'est pour le point de vue de la biodiversité, c'est une catastrophe qui est largement en cours, un effondrement qui est en cours, c'est celui de la biodiversité, donc avec un effondrement qui est catastrophique, qui va toucher de très nombreux aspects du règne animal et végétal. On peut voir qu'il y a certains groupes qui sont plus menacés que d'autres, en particulier les amphibiens et les insectes, par exemple. Mais ça, c'est un effondrement qui est en cours, qui est catastrophique, et malheureusement qui est souvent éludé par la question seulement du réchauffement climatique. Et donc, on est bel et bien dans une extinction de masse, puisque les espèces, effectivement, disparaissent, mais on n'est pas à un rythme qui est normal, on a un rythme qui est beaucoup plus important et qui est causé par les activités humaines. Donc enfin, pour revenir un peu sur ce débat sur le Capitalocène, à l'origine, c'est le nom d'Anthropocène qui a été proposé comme étant le nom de la nouvelle ère géologique dans laquelle on serait entré, où l'homme serait devenu la principale force de transformation géologique, donc ce qui est quelque chose d'extrêmement conséquent.
Et donc, en fait, il y a eu un débat là-dessus, puisque, en fait, Anthropocène, ça renvoie donc à l'homme, et ça mettait à égalité, en fait, chaque individu, ça mettait la responsabilité à égalité pour tous les individus. On peut voir, en fait, que c'est difficile de faire ce constat-là. On a ici deux graphiques qui le montrent, hein. D'une part, avec les émissions cumulées, donc c'est les responsabilités historiques de différents pays. Et donc, on peut voir, par exemple, que l'Europe et les États-Unis, donc en gros, les Occidentaux, ont une responsabilité extrêmement importante sur les émissions de gaz à effet de serre, et donc que c'est difficile de mettre à égalité ces pays-là avec d'autres pays qui sont en voie de développement et de leur refuser ce, ce droit, en fait, d'émettre des gaz à effet de serre. Et d'autre part, on a également donc quelque chose qui est inhérent au capitalisme, comme ça a été abordé auparavant, les inégalités, le fait que les plus riches ont des émissions de gaz à effet de serre qui sont complètement écrasantes par rapport aux 50% les plus faibles de l'humanité. Et donc, la question, c'était donc de dire qu'en fait, c'était plutôt le système économique dans lequel on est, dans lequel on fonctionne, plutôt que l'homme tout simplement en tant qu'individu qui pose problème. Donc c'est les modes de production, d'exploitation des hommes et de la nature, ainsi que les accumulations et les inégalités qui en découlent, qui sont à l'origine des transformations géologiques à l'œuvre. Et donc le Capitalocène était un nom plus adapté. Donc il y a même des débats sur Occidentalocène pour la responsabilité des pays occidentaux, mais voilà. Je trouvais intéressant de revenir sur ce débat. Donc, du coup, on va passer à un temps d'échange, le premier temps d'échange. Alors, en fait, vous allez automatiquement être divisé en réunions privées par 4 ou 5, enfin nous aussi d'ailleurs, pendant 15 minutes. Donc ça, c'est le logiciel qui va le faire. Et pour essayer de discuter autour de cette question, quelles solutions proposent les capitalistes pour faire face au changement climatique et à la destruction de la biodiversité. Donc en gros, c'est un peu essayer de se mettre à la place des capitalistes et de se dire si on veut faire un capitalisme vert et responsable, qu'est-ce qu'on pourrait proposer tout en restant dans ce système. Donc ce qui serait bien, c'est que par groupe, il y ait une personne qui se charge de prendre des notes sur ce qui va se dire. Et ensuite, pour faire une petite restitution, un résumé après, parce que du coup, après les 15 minutes, on va se retrouver encore 15 minutes, cette fois-ci tous ensemble, et faire des retours, en fait, sur ce qui s'est dit, ce qui s'est partagé. Et donc, voilà. Donc, on est à peu près 20. Donc, je pense que ça va faire 4-5 groupes. Donc, à la fin, pour la restitution, ce sera, je pense, 2 minutes par personne, à peu près, 2-3 minutes. Enfin voilà, donc j'espère que vous avez tout bien compris. C'est pas grave. Alors, je vois dans le chat, c'est pas grave si on n'a pas vraiment de connaissances sur le sujet. Non, moi je suis là pour animer, mais j'ai pas trop de connaissances et j'apprends beaucoup aussi par cette formation. Donc je pense que c'est bien aussi justement d'échanger, de voir chacun avec ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut se partager. Donc voilà, ça va commencer, je pense. Donc ouais, je fais ça en live.